Il y a du changement au conseil municipal. La chef du parti Vrai Changement pour Montréal siégera désormais comme conseillère indépendante. On en parle cette semaine au Bulletin. La conseillère de ville de Sault-au-Récollet, Lorraine Pagé, nous explique ce qui l'a poussée à quitter l'ancien parti de Mélanie Joly. Aussi à l'émission, le Conseil jeunesse de Montréal a un nouveau président. Il est en studio pour nous faire part de ses priorités pour 2016. Et Saint-Léonard se dote d'un plan d'accessibilité universelle spécifique à l'arrondissement. On en discute avec une conseillère de l'équipe Coder. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue au Bulletin. Je suis très heureux de vous retrouver après quelques semaines de vacances. Et on débute cette première édition de 2016 en vous parlant d'une décision surprise qui est survenue au mois de décembre. La troisième opposition au conseil municipal, le Parti Vrai Changement pour Montréal, a perdu sa chef. La conseillère municipale d'Onsic-Cartierville, Lorraine Pagé, a choisi de siéger dorénavant comme indépendante. Afin d'aborder les raisons qui ont motivé son départ de sa formation politique, nous recevons en studio Lorraine Pagé. Madame Pagé, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Ça a été une surprise, à tout le moins pour certains observateurs, que de savoir, bon, vous quittiez la chefferie que vous aviez par intérim? Que j'avais par intérim. Il faut savoir que moi, quand je me suis présentée aux élections municipales, la seule ambition que j'avais, là, c'était d'être conseillère municipale aux côtés de Mélanie Joly, parce que c'était ma contribution à faire arriver plus de femmes en politique municipale, mais aussi à appuyer une jeune femme qui voulait se lancer en politique. Alors, c'était ma seule ambition. Quand Mélanie Joly n'a pas été élue à la mairie et qu'elle s'est donc retrouvée sans poste, rapidement, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas assumer la chefferie sans être élue et on m'a demandé de prendre cette responsabilité-là. Mais j'avais tout de suite indiqué que ça ne pouvait être que par intérim parce que je n'ai absolument pas l'intention d'être candidate à la mairie dans 2 ans. Et deuxièmement, comme chef de parti, si on pense que son parti doit être sur les rangs à la prochaine élection, c'est un énorme travail d'organisation. Il faut penser statut, il faut penser plateforme électorale, il faut recruter des militants, il faut recruter des candidats et des candidates. Et moi, je n'avais absolument pas l'intérêt pour assumer cette tâche-là, cette lourde tâche-là. Et je trouvais, j'aurais pu rester dans le parti, exact. Mais en même temps, tu peux pas dire je reste dans le parti, mais comptez pas sur moi pour faire de l'organisation. Ça ne se fait pas. Alors donc, je préférais à ce moment-là dire que quelqu'un qui a vraiment le goût de faire ce travail-là prenne la chefferie du parti et que les gens qui pensent que Vrai Changement pour Montréal peut se positionner à la prochaine élection, mais en faisant tout le travail d'organisation que ça suppose, soit là pour le faire. Mais moi, je n'avais pas d'intérêt pour tout ce travail d'organisation préparatoire à une élection. Mais on n'annonce pas ça 6 mois avant l'élection. Si on veut donner le temps aux gens qui veulent continuer dans cette perspective-là, bien, il faut leur donner du temps pour faire le travail. C'est pour ça que j'ai choisi de le faire à mi-mandat. Est-ce que le Parti Vrai Changement pour Montréal est toujours pertinent? Parce qu'il y a quand même 4 formations politiques représentées au conseil municipal. Est-ce que c'est un parti qui a toujours sa raison d'être? Bien, vous savez, la pertinence, elle vient avec les orientations qu'on met de l'avant. C'est un parti, la dernière fois, qui s'est présenté avec une plateforme électorale assez réduite, 10 grandes actions. Ça s'expliquait parce qu'on était dans un changement de régime, un parti qui venait d'apparaître, mais on s'attendra à un parti la prochaine fois qui aura été présent à l'Hôtel de Ville pendant 4 ans, d'arriver avec une plateforme électorale beaucoup plus étoffé que 10 engagements. Et ça suppose tout le travail que j'ai décrit tout à l'heure. Et je n'avais pas l'intérêt et le goût de faire ce travail-là. Donc, c'était plus sage pour moi, mais pour les gens qui sont restés dans la formation, d'avoir les coups de franches pour faire ce travail-là. Est-ce qu'on doit en comprendre que, tout dépendamment de la plateforme qui serait dévoilée par Vrai Changement pour Montréal avant l'élection, que vous pourriez vous représenter en 2017 pour Vrai Changement pour Montréal? Bien, on verra. D'abord, ma première réflexion, c'est est-ce que je serai candidate en 2017? Parce que j'avais dit à Mélanie Joly, je vais te donner un coup de main, mais je vais pour un mandat. Alors là, première question à se poser, est-ce qu'on envisage un 2e mandat? Jusqu'à présent, est-ce que vous aimez ça? Ah, j'adore ça.
J'adore ça, j'aime le travail que je fais. J'ai un très bon rapport de proximité avec les résidents dans mon district. Je suis en charge de différents dossiers à l'arrondissement. J'adore ce que je fais. J'aime le travail à l'hôtel de ville aussi. Je préside la commission de l'inspecteur général. Donc, j'aime ce que je fais, mais j'ai pas 40 ans. Donc, il y a des évaluations qu'il faut faire quand vient le temps de renouveler un mandat. Donc, ça sera ma première réflexion. Est-ce que je veux être à nouveau candidate? Et si je veux être à nouveau candidate, avec quelle formation je choisirai de l'être? On verra à ce moment-là ce qu'il y aura comme offre politique et ce qui pourra m'intéresser en termes de vision de développement pour Montréal. Donc, vous gardez les portes ouvertes pour Toutes l'instant. les portes sont ouvertes. Parfait. Avant de passer à des dossiers un peu plus spécifiques à votre arrondissement, on va en profiter pour en parler avec vous. Je veux avoir votre opinion un peu sur le départ de Mélanie Joly de politique municipale, alors que, bon, après sa défaite, elle avait mentionné son intention de rester en politique municipale. Elle a fait un bref retour aux affaires privées avant de se présenter en politique fédérale. Comment vous avez interprété tout ça? Bien, écoutez, moi, je pense que Mélanie Joly espérait vraiment être capable de continuer à exercer un leadership au sein de la formation Vrai Changement pour Montréal, même si elle n'avait pas été élue. Sauf que être chef d'un parti, quand on n'est pas élu, quand le parti ne peut pas nous verser un salaire et qu'on a besoin de gagner sa vie à côté de ça, c'était tout simplement impossible. Alors, elle a fait ce constat-là et c'est ce qui l'a amené à quitter la chefferie en disant « Je ne suis pas capable d'exercer cette fonction-là bénévolement et sans travailler en plus, parce que quand on est engagé en politique, il y a des portes qui se ferment sur le plan professionnel. » Mais en même temps, elle avait pris goût à la politique parce qu'elle a aimé faire campagne, elle a aimé le débat politique, elle a aimé l'action politique et je crois qu'elle avait un deuil à faire en laissant la politique et quand l'opportunité s'est représentée devant elle, bien, je pense que c'est son goût de la politique qui l'a emporté et qui l'a amené à décider d'être candidate libérale pour les dernières élections fédérales. Voilà, et maintenant ministre du Patrimoine. Et vous gardez de bonnes relations avec elle? Oui, je garde de très bonnes relations avec elle. J'ai connu Mélanie avant l'élection municipale. On avait travaillé ensemble au Conseil supérieur de la langue française. Donc, c'était des liens qu'on avait créés, pas à l'occasion de l'élection municipale, mais avant. Donc, ces liens-là nécessairement perdurent, même si on est rendu à des places différentes toutes les deux. Passons maintenant à l'actualité, donc dans Onsic-Cartierville. D'ailleurs, comment ça se passe dans l'arrondissement? Parce qu'au conseil d'arrondissement, parce que, bon, vous êtes élue indépendante maintenant, il y a Mme Thuillier de Projet Montréal, il y a 3 élus de l'équipe Coder. Oui. Est-ce que vous réussissez à vous parler entre vous autres? On a une très belle dynamique interne à l'arrondissement. C'est vraiment un travail d'équipe. Il n'y a pas de tension entre nous. Règle générale. Il peut arriver sur certaines questions qu'on ait des points de vue différents. Depuis que je suis là, c'est arrivé à 2 reprises. Le prolongement de la 19, où Mme Thuillier et moi, nous avions un point de vue, parce que l'autoroute 19, le pont Papineau, ça arrive dans mon district, là. Alors, si moi, j'avais dit aux résidents de mon quartier que j'étais d'accord avec le prolongement de l'autoroute 19, là, je pense que je me serais fait expliquer que c'est pas comme ça que ça marche. Alors, Mme Thuillier et moi, nous avions donc un certain point de vue là-dessus, qui n'était pas celui des 3 autres. Mais quand on a eu le débat sur le programme particulier d'urbanisme pour Henri Bourassa-Ouest, eh bien là, j'étais d'accord avec mes collègues de l'équipe Coder et Mme Thuillier défendait un autre point de vue. Alors donc, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment de ligne de parti. Il n'y a pas de ligne étanche et dans la plupart des cas, il y a donc une très belle dynamique. Il y a une très belle dynamique avec les directions de service également. Donc, et comme je le disais tantôt, quand on est à l'hôtel de ville, il y a un parti d'un côté, le parti de l'autre côté, le président entre les deux. Mais quand on est dans notre arrondissement, les 5 élus, on est ensemble face à la population. Ça crée tout de suite un rapport très différent entre nous. Dans les différents dossiers qui se déroulent présentement dans l'arrondissement, il y a entre autres toute la revitalisation du boulevard Gouin-Ouest. Oui. Il y a un montant, c'est $250 000 qui a été investi par l'arrondissement. Qu'est-ce que vous allez faire exactement sur Gouin-Ouest? Et voilà un bel exemple. Les 5 élus sont d'accord. C'est à l'unanimité. C'est dans le district tout à fait à l'ouest. Le boulevard Gouin, vous savez, c'est une rue historique à Montréal. C'est une des plus vieilles qui part de l'est, qui va à l'ouest et
qui a été aménagé de façon très différente. Mais quand on regarde l'ouest dans l'arrondissement, le boulevard Gouin, il n'y a pas de trottoir. C'est un lieu qui n'est pas du tout propice pour la circulation à pied, comme piéton, mais même les bicyclettes, c'est très dangereux. Il y a de la vitesse excessive, mais en même temps, on est dans un environnement extraordinaire. Avec le des bois de maisons Saraguet, des maisons patrimoniales, la rivière. Alors, je pense qu'il y avait vraiment nécessité d'investir de l'argent dans ce coin-là pour justement permettre qu'une cohabitation entre piétons, cyclistes, automobilistes, la mise en valeur de ce coin patrimonial et en même temps, si on se rapproche un peu plus vers le centre, bien, il y a aussi tout le travail de redynamisation de boulevard Gouin-Est près du pont La Chapelle où là, on essaie de faire renaître les commerces de proximité. Il s'agit essentiellement de remettre en valeur une rue qui fait partie du patrimoine urbain de Montréal. Une des belles rues, en effet, de la ville. Tout à fait. Je vais vous entendre sur une sortie de plusieurs organisations à la mi-janvier, dont le comité logement d'Annecy-Cartierville qui dénonçait des décisions du gouvernement Couillard, donc de réduire de moitié le nombre de logements sociaux financés par le programme Accès Logis. D'une part, qu'est-ce que vous pensez de cette décision-là du gouvernement libéral et est-ce que ça aura un impact dans Annecy-Cartierville? D'abord, tous les élus de Montréal se sont prononcés contre cette coupure dans le programme Accès Logis. Il y a eu des motions votées au conseil municipal et la même chose dans l'arrondissement. Les 5 élus, on est tout à fait en désaccord avec cette vision-là. Déjà, le programme n'était pas adapté à la réalité montréalaise parce que bâtir des logements sociaux à Montréal, ça coûte pas le même prix que de les bâtir dans des régions. Or, la règle de financement du gouvernement ne tenait pas compte de ça. Les besoins en logements sociaux sont beaucoup plus criants à Montréal. Donc, Montréal, en termes de pourcentage qu'on lui octroyait, ça ne répondait pas aux besoins. Et là, en plus, on a coupé les budgets. Alors, bien sûr, c'est dramatique. Et ça, c'est un visage caché de l'austérité. On en parle moins. On a parlé de l'austérité en éducation, dans les services de garde, dans la santé. Mais dans le logement social, c'est dramatique. Parce que quelqu'un qui ne réussit pas à se loger, c'est un besoin essentiel. Seulement dans Annecy-Cartierville, on évalue pour répondre à la demande, il faudrait construire 1000 logements sociaux d'ici 2019. Et Annecy-Cartierville n'est pas perçu comme un arrondissement pauvre. Alors, ça vous montre l'ampleur des besoins et ça montre la nécessité que le gouvernement du Québec maintienne son effort dans le financement du logement social. Il faudrait même qu'il revise les paramètres du programme et il faudrait qu'il mette plus d'argent encore. Pour les élargir, pour éviter, dans le fond, Exactement. qu'après que le gouvernement fédéral se soit désengagé du logement social, que ce soit Québec qui se désengage à son tour. Exactement. D'accord. Il nous reste à peu près 1 minute et demie. Je veux vous entendre rapidement sur tout le déneigement qu'il y a eu suite à la tempête du 29 décembre. Il y a une dizaine de citoyens de votre arrondissement qui se sont plaints que la machinerie utilisée a endommagé leur pelouse, leur terrain, tout ça. Qu'est-ce que vous répondez? Alors, deux choses. Oui. Ce qui explique que cette année, il y a eu un peu plus de dégâts qu'à l'habitude, c'est que la première bordée a été de 50 cm. Deuxièmement, elle était costaud pendant le sol n'était oui. pas gelé. Donc, les équipements ont beaucoup plus de difficultés à manœuvrer. Mais ce qu'il faut répéter, puis c'est ça qui est important, c'est que quand on fait des opérations de déneigement, si elles sont faites par la ville est responsable de faire les réparations au printemps. Et quand elles sont faites par un entrepreneur privé, l'entrepreneur privé est responsable de remettre en état les terrains qu'il a abîmés. C'est prévu comme ça dans les contrats. Est-ce qu'il y a un guichet unique à ce moment-là pour des citoyens qui auraient eu un problème comme celui-là? Est-ce qu'ils peuvent s'adresser directement à la ville? Ils appellent au 311, Okay. Ils signalent le problème, on ouvre une requête et s'ils veulent être assurés que la requête aura le bon traitement, ils avertissent leur conseillère municipale. Elle sera ainsi capable de s'assurer que le suivi se fait. D'accord. Et vos coordonnées sont sur le site web de l'arrondissement. Nécessairement. Il nous reste 15 secondes très rapidement à vos 2-3 priorités pour 2016. Quelles sont-elles? On en a parlé tantôt, le logement social. Okay. Il faut continuer à travailler sur le logement
logement social, il faut influencer le gouvernement du Québec, mais il faut accompagner les groupes communautaires là-dedans. Deuxièmement, je viens dans un secteur, le Sault-Récollet, où on a le village du Sault-Récollet. C'est le deuxième site patrimonial en importance à Montréal, après le Vieux-Montréal. Où on retrouve entre autres Cité Historia. Cité Historia, le parc de la Visitation, l'église de la Visitation. Donc, la protection du patrimoine, c'est essentiel. Et la troisième priorité, c'est de maintenir le rapport de proximité avec les citoyennes et les citoyens. Bien, on va vous souhaiter une belle année politique Merci 2016. beaucoup. Donc, Lorraine Pagé, qui est maintenant conseillère de ville indépendante, donc du district Sault-au-Récollet. Merci d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. L'arrondissement d'Onsic-Cartierville est le 5e arrondissement le plus populeux de la ville de Montréal et abrite près de 127 000 habitants. Une personne sur deux est issue directement ou indirectement de l'immigration. 60 des citoyens de l'arrondissement sont nés à l'étranger ou ont au moins un de leurs parents nés à l'extérieur du Canada. Dans Onsic-Cartierville, la population âgée de plus de 65 ans est légèrement plus élevée que dans l'ensemble de la ville. Plus tard à l'émission, on découvre un organisme montréalais qui offre des cours de langue autochtone. Et à notre segment Conseil citoyen, notre chroniqueuse Laurence Chiasson nous donne des trucs afin de bien choisir l'organisme de coopération internationale à qui on veut offrir un don. Connaissez-vous le Conseil jeunesse de Montréal? Créé en 2002, il s'agit d'un organisme dont le mandat est de conseiller le maire et les élus sur les questions relatives aux jeunes. Et le Conseil jeunesse a maintenant un nouveau président et il nous fait plaisir de l'accueillir, de le recevoir en studio. François Marquette. Monsieur Marquette, bonjour. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Merci d'être avec nous au bulletin. Expliquez-nous, bon, je l'ai dit vraiment de façon très succincte à nos téléspectateurs, expliquez-nous plus largement qu'est-ce que c'est que la mission du Conseil jeunesse de Montréal. Donc, le Conseil jeunesse a été créé en 2002 par l'administration municipale. Puis l'idée originale, c'était de donner une nouvelle voix aux jeunes dans la nouvelle ville qui avait été créée. Puis aujourd'hui, au quotidien, comment notre mission s'accomplit? Eh bien, c'est on conseille le maire de Montréal et le conseil exécutif sur tous les enjeux qui touchent la jeunesse. Peu importe l'environnement ou le domaine, que ça passe de l'environnement à la réussite scolaire, à la sécurité ou à l'entrepreneuriat jeunesse. C'est vraiment très large. Puis on écrit des avis. Alors, chaque avis inclut des recommandations et cet avis-là est déposé au conseil de ville. Puis, par la suite, on pousse nos recommandations jusqu'à temps qu'ils soient effectués. Et comment ça fonctionne? Est-ce que c'est le maire, le comité exécutif qui vous interpelle pour avoir un avis sur un sujet ou vous, de votre propre chef, le conseil jeunesse, vous pouvez émettre des recommandations alors que le maire ne vous a pas demandé votre avis, par exemple, sur quelque chose? Donc, il y a deux modes dans le processus créatif des avis. Donc, le premier mode, qui est dans notre mission, eh bien, c'est à l'écoute du maire. Donc, le maire ou les membres du conseil exécutif peuvent nous demander d'écrire un avis sur un sujet spécifique. Ça, je dois vous avouer que c'est pas ce qui est coutume. La plupart du temps, on nous laisse écrire nos avis sur le sujet qu'on souhaite, comme le dernier avis qu'on a sorti l'an dernier, en avril, l'entrepreneuriat jeunesse. Donc, j'entreprends ma ville, c'était le titre de l'avis. Puis tout ça a été très bien reçu par l'administration municipale et je ressors tout juste d'une rencontre avec M. Coderre sur les avancements des recommandations qu'on avait faites et les choses qui restent à faire. Donc, au-delà des avis que vous émettez, vous faites aussi un suivi auprès de l'administration municipale pour voir comment ça avance. Exactement, parce que c'est sûr que c'est très fâchant de mettre tant d'efforts à écrire un papier et qu'il soit tabletté. C'est pas ça qu'on souhaite. Donc, on fait un effort comme vous avez dit, de suivi de nos recommandations. Puis c'est encore plus important lorsqu'on fait notre avis avec des partenaires. On a un support externe aussi qui nous soutient dans tout ça. Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part de la ville, de l'administration municipale? Oui, vraiment. C'est sûr qu'avec le responsable à la jeunesse, donc M. Harout Chetilian, donc un élu municipal, donc on a vraiment des communications constantes, que ce soit sur notre fonctionnement interne, mais aussi sur ce qui se passe dans la ville et aussi sur leurs décisions, leurs projets d'avenir à la ville qui touchent les jeunes. Donc, c'est toujours de rappeler que les jeunes doivent être pris en compte dans toutes les décisions de la ville. Puis, non, ils sont vraiment à l'écoute, on est très satisfaits de ça. Donc, on reparlera un peu plus tard des mandats puis des priorités du Conseil jeunesse pour les prochains mois. Je veux savoir, par contre, comment se déroule le processus de nomination. Vous avez été nommé président par les membres du Conseil jeunesse. Qui peut être membre du Conseil jeunesse? Donc, le Conseil jeunesse est constitué de 15 membres. Donc, ces membres-là, on fait un appel de candidature quelques fois. Donc, les 15 membres, ils sont élus pour un mandat de 3 ans. Donc, sont nommés par le conseil de ville. Le mandat est renouvelable une fois, donc un maximum de 6 ans de mandat.
Et puis, ces 15 jeunes-là, qui sont âgés de 16 à 30 ans, parce qu'on représente les 12 à 30 ans. Donc, jeunesse, c'est 12-30 ans. Dans les termes de la ville, c'est ce que ça représente. OK, parce que ce sont des réalités entre les étudiants les élèves qui entrent au secondaire et des gens sur le marché du travail à 29 ans. Ils font des familles et tout. C'est ça, il y a une marge. Puis on s'assure d'avoir cette représentativité-là à l'intérieur même de nos membres. Vous allez me dire 15 pour 19 arrondissements. C'est sûr que c'est pas, on peut pas couvrir chaque arrondissement spécifiquement, mais... Est-ce que vous souhaiteriez qu'il y ait plus de membres? Pas nécessairement. Là, on est en train de planifier un petit projet. C'est d'implanter des conseils jeunesse dans les arrondissements. Il y en a déjà un à Verdun qui est tout récent, donc le conseil jeunesse de Verdun. Puis il y a des projets qui vont sortir dans les prochains mois sur des nouvelles créations. Puis ça va nous permettre d'avoir une meilleure représentativité de la jeunesse dans le gouvernement municipal. Puis c'est vraiment ce qu'on souhaite. Puis au titre de président, oui. Donc c'est en assemblée ordinaire, les 15 membres se réunissent et élisent une fois par année un président et un vice-président. Donc c'est au vote des membres. Puis ensuite, les deux personnes élues, donc à la présidence et à la vice-présidence, sont nommées et votées par les élus du conseil de ville. D'accord. Et ça faisait combien de temps vous siégiez auparavant sur le conseil jeunesse avant d'être nommé président? Moi, j'ai joint le conseil jeunesse en novembre 2011 et j'ai été nommé président le 1er janvier 2016, oui, 2016. Donc voilà, donc c'est déjà un 4 ans. Oui, un 4 ans. À comprendre la machine. Quel est le rôle du président au sein du conseil jeunesse? Donc le rôle du président, c'est à part égal que tous les autres membres. C'est simplement un rôle plus actif dans la représentation, donc dans la représentativité des membres, mais aussi des actions du conseil jeunesse. Donc, vous êtes appelé à prendre la parole publiquement lors d'assemblées, de réunions, exactement. Des choses comme ça. Puis aussi d'entretenir des liens avec les partenaires au quotidien, puis d'assurer aussi une gestion plus routinière au quotidien aussi. D'accord. Revenons justement, vous êtes au Conseil jeunesse depuis 2011. Les différents dossiers que vous avez pilotés, le Conseil, les 15 membres, depuis 2011, est-ce qu'il y a quelques dossiers dont vous êtes particulièrement fiers de des changements que ça a apporté dans l'administration municipale? Bien, c'est sûr que les sujets varient d'année en année, mais qu'on pense au tout dernier avis sur l'entrepreneuriat jeunesse, c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. On a eu une très bonne écoute de tout ça. C'est sûr qu'il y a eu des changements dans d'autres paliers de gouvernement par rapport à l'entrepreneuriat, mais la création, par exemple, de PME Montréal, nouvelle donc, structure gestion qui a et tout remplacé ça. les CEDEC dans le mandat de développement économique. Exactement. Puis ça, c'est une très bonne nouvelle au final, parce que dans PME Montréal, il y a des sièges réservés aux jeunes dans l'administration. Chose qu'il n'y avait pas dans les CEDEC à l'époque ou les CLD. Oui, exactement, pas écrit tel quel. Donc maintenant, c'est vraiment c'est quelque chose pas d'impressionnant, mais de satisfaisant. Parce que c'est un accomplissement exactement, pour votre parce qu'on a aussi déposé un avis en collaboration avec le Forum jeunesse de l'île de Montréal sur la représentativité des jeunes sur les conseils d'administration des sociétés municipales et paramunicipales. Puis ça en fait partie, puis on est très, très fiers. D'accord. Et parce qu'il y a peu de représentation des jeunes, disons des 18-30 ans sur ces conseils d'administration? Oui. Donc, en ce moment, sur les sociétés municipales, on a la Société de transport de Montréal qui a un siège réservé aux moins de 35 ans. Donc, ça, c'est quelque chose dont on est vraiment fiers, mais on aimerait que ce siège-là puisse exister dans d'autres conseils d'administration, par exemple le Parc Jean-Drapeau, la Société d'habitation de Montréal. Donc, on va s'efforcer de pousser cette recommandation-là dans les mois à venir. D'accord. Et justement, quels sont les dossiers que vous allez prioriser au courant de la prochaine année? Donc, on est en révision finale de notre prochain avis qui va porter sur la jeunesse autochtone à Montréal. Donc, on devrait déposer ça au conseil municipal du 18 avril, si tout va bien. On fait ça en collaboration avec Native Montreal, donc un organisme du milieu autochtone et tout ça. Donc, pourquoi on a choisi ce thème-là? Bien, on a remarqué que la population jeunesse autochtone était peu représentée par des chiffres, mais aussi par les politiques. Donc, on essaie de démystifier un peu ce sujet-là, puis d'émettre des recommandations que la ville peut avoir un impact direct sur eux, parce qu'on comprend aussi que c'est un sujet qui touche les deux autres paliers de gouvernement. Mais il y a des choses que la ville peut faire au niveau local pour améliorer la vie des jeunes autochtones, puis améliorer leur insertion. Donc, cet avis-là devrait être publié quand par le Conseil jeunesse? Donc, au mois d'avril. Alors, on suivra donc le dépôt de votre prochain avis avec grand intérêt. François Marquette, donc nouveau président du Conseil jeunesse de Montréal. Merci d'avoir été là. Merci.
Alors, restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause. On parle du nouveau plan d'accessibilité universelle dévoilé par l'arrondissement Saint-Léonard. À tout de suite. Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin. Depuis son élection en 2009, notre prochain invité a fait de l'accessibilité universelle son principal cheval de bataille. La présentation dans l'arrondissement de Saint-Léonard d'un plan local d'accessibilité universelle nous donne une bonne raison de la recevoir en studio. Nous accueillons donc Liliane Tremblay. Elle est conseillère d'arrondissement de Saint-Léonard-Est dans l'arrondissement Saint-Léonard. Madame Tremblay, bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Merci. D'entrée de jeu, vous pouvez voir que j'ai un petit rhume aujourd'hui. Je suis vraiment désolée pour vous tous, chers auditeurs, d'avoir à m'entendre à parler comme ça. C'est la saison, c'est la saison des rhumes et de la grippe, Effectivement. en effet. Bien, merci d'être là dans les circonstances. Donc, si je ne me trompe pas, le plan d'action de Saint-Léonard au sujet de l'accessibilité universelle, ça a été dévoilé, ça a été présenté au mois de décembre, c'est ça? Effectivement, le 7 décembre dernier, 2015, nous avons adopté le Conseil d'arrondissement, notre plan local d'accessibilité universelle 2016-2018. Et qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce plan-là? Premièrement, pourquoi Saint-Léonard a décidé de faire son propre plan d'accessibilité universelle? Parce qu'il y en a un qui existe À la Ville de Montréal. pour la Ville-Centre, c'est ça? Pour la Ville-Centre, effectivement. Nous avons, quand je suis entrée en politique, il y a 6 ans, est arrivé Montréal, Amis des aînés. Donc, j'ai été l'élu désigné pour faire partie de ce comité-là pour Montréal, Amis des aînés. Je peux peut-être le montrer. Oui, bien d'ailleurs, Nous on en a été- un ici, une copie, voilà. Nous avons été à Saint-Léonard les premiers à faire un plan local pour les aînés. Et je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Saint-Léonard, on est une ex-ville. Notre population à Saint-Léonard se retrouve aux 2 extrémités. On a plus que 60 de notre population qui a plus que 50 ans. Donc, il était extrêmement important pour nous de donner à nos citoyens leurs besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au niveau nos aînés à Saint-Léonard? Donc, nous avons fait une consultation publique. Et pour Municipalité Amis des aînés de Saint-Léonard, ça s'est échelonné sur 1 an et demi. Donc, on a fait un comité qui a été une élue responsable, moi, l'administratif, et par la suite, nous avons fait une journée avec des gens qu'on a invités à venir sur notre comité pour nous dire le besoin. Qu'est-ce qu'ils veulent? Et ce que je comprends, c'est que ce plan d'action-là, c'est de quelle façon les différents services de la Ville, les activités que vous offrez en culture, en loisirs, en sport, de quelle façon vous êtes en mesure de répondre aux besoins des aînés. C'est ça? C'est comment on répond aux besoins des aînés. Et on a quand même une grosse spécificité chez nous à Saint-Léonard. On a 9 grands parcs. Et chaque parc a son pavillon. Et nous avons 21 clubs de l'âge d'or. Un francophone et 20 italophones. Et les clubs de l'âge d'or utilisent les pavillons. Donc, du matin au soir, nos pavillons sont occupés. Ils organisent des activités, ils ont des besoins et c'est l'arrondissement qui leur fournisse les services. Donc, pour nous, il était extrêmement important qu'on puisse prendre le pouls de notre population et leur donner les services pour lesquels ils voulaient avoir des actions que nous allions poser. Donc, c'est dans le fond le même modèle que pour Municipalité Amis des aînés que vous avez mis en place pour Oui. l'accessibilité universelle qui touche
bien sûr des aînés qui sont peut-être en perte d'autonomie, mais aussi d'autres gens, d'autres âges qui ont peut-être justement des problèmes, que ce soit de mobilité ou des handicaps. Quand on parle d'accessibilité universelle, la première réaction des gens est de dire des gens à mobilité réduite. Mais quand on prend le temps de faire un plan local, on se rend compte que accessibilité universelle, c'est nos petites mamans avec le poussette. Souvent, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, on a deux extrémités. Notre autre extrémité, c'est que présentement, on a une population immigrante maghrébienne qui est très en expansion à Saint-Léonard. Et présentement, on a beaucoup de jeunes enfants. Donc il y a un mini baby boom issu des gens du Maghreb qui habitent dans votre arrondissement. Oui, et arrivent les dames avec les poussettes. Et c'est pas juste les dames avec les poussettes, c'est tous nos petits enfants qui sont dans les garderies. Vous savez, maintenant, les garderies ont un fil conducteur qui vont attacher, on va dire attacher les enfants. Et une quand espèce ces de fil jeunes... d'Ariane pour permettre aux jeunes de ne pas se perdre. Quand les enfants arrivent à la bibliothèque, vous comprendrez qu'il est beaucoup plus facile de prendre la rampe d'accès pour pouvoir aller à la bibliothèque ou un ascenseur que de faire monter nos petits bouts de chou un par un dans les marches. Et on parle aussi de gens, on a avec MADA aussi nos gens du troisième âge qui, eux... MADA, qu'est-ce que c'est? Montréal Amis des aînés. Ah, d'accord. OK. D'accord. On a des gens du troisième âge qui ont des problèmes de santé, mais pas nécessairement de mobilité réduite. Donc, ça nous a permis de faire l'éventail des besoins avec notre plan d'accessibilité qui a été un standstill de MADA, OK, de Montréal Amis des aînés. Et concrètement, donc, est-ce que ça passe pour votre arrondissement par l'aménagement de plus de rampes d'accès? Est-ce que ça passe par l'installation de caractères plus grands pour les gens qui ont peut-être des problèmes de vision? Ça passe par quoi? Ça passe par... Notre plan d'action a été conçu par deux comités. On a un premier comité qui est administratif. Chacune de nos unités administratives en fait partie. Et ce qu'on a voulu créer avec notre plan MADA, avec notre plan d'accessibilité universelle, c'est le réflexe accessibilité universelle. Notre deuxième comité est un comité qui vient du milieu social. Donc, on a des citoyens, on a des associations communautaires, on a effectivement un élu, on a des gens de l'administratif, on a des fonctionnaires, quelqu'un de la ville-centre et des organismes publics. Et ce comité-là, qui pour nous est des gens du terrain, okay, qui sont sur le terrain quotidiennement, nous amène des recommandations. Donc, ce n'est pas seulement un comité one-shot deal, c'est un comité processus. Qui perdure dans le temps, puis qui est là pour vous conseiller à l'arrondissement sur qu'est-ce qui pourrait être fait. Oui, et il arrive une situation problématique, arrivent les gens du comité à l'arrondissement, font des recommandations, notre comité administratif évalue la situation et on travaille toujours comme ça en continu. Et pour conclure sur ce dossier-là, est-ce que vous êtes le seul arrondissement à vous être doté d'une politique comme celle-là locale d'accessibilité? Non. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce ont un plan d'accès. Ce qui nous différencie, c'est que nous, on a créé un comité qui est basé sur notre milieu. Donc, on a été consulter le milieu. C'est toute la différence. C'est pas seulement des grandes directives, c'est qu'on est vraiment été chercher auprès de notre population les besoins que nos citoyens nous ont demandés. D'accord. Et qui voulaient voir arriver aussi. Donc, c'est un plan qui s'échelonne 2016-2018. Je vais vous donner un très bel exemple. Oui, très rapidement. OK? Des familles qui ont des enfants autistes sont venues nous disant qu'il n'y avait pas un parc d'amusement pour leurs enfants et qu'un parc régulier ne comblait pas leurs besoins. C'était trop dangereux. On a pris des experts et nous avons un parc pour les autistes
qui a été construit et conçu pour les enfants autistes et qui est clôturé parce que c'était une demande de l'expert. Et savez-vous quoi? Ce parc-là, maintenant, savez-vous par qui aussi il est utilisé? Pas juste les familles des autistes, tous nos gens du 3e âge qui ont des petits-enfants et que n'allaient plus au parc parce que quand le petit partait à la course, il n'était plus capable de le rattraper. Et alors, en maintenant, étant clôturé, ça les font, puis ça enlève l'isolement aussi. Donc, ces personnes-là du 3e âge amènent leurs petits, ils rencontrent d'autres gens, socialisent. Et, voyez-vous, cet engrenage-là de faire un parc pour les autistes nous amène à créer du social pour d'autres catégories de gens. Donc, voilà. Bien, c'est une belle initiative. Donc, c'est un plan qui s'échelonnera de 2016 à 2018. On aura certainement l'occasion de vous réinviter pour faire le bilan de tout ça dans quelques mois. Donc, Liliane Tremblay, qui est conseillère du district de Saint-Léonard-Est dans Saint-Léonard. Merci d'avoir été là. Pour nous joindre, écrivez-nous à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. Comme à chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal depuis les 200 dernières années. Et aujourd'hui, on vous présente un dentiste de l'Estrie qui, après avoir débuté sa carrière aux États-Unis, a contribué à fonder ce qui est devenu l'Ordre des dentistes du Québec. Voici le 15e maire de Montréal, Aldis Bernard. On sait peu de choses sur la naissance d'Aldis Bernard. Il serait né vers 1810, fort probablement en Estrie, possiblement de parents loyalistes. À son décès, certains journaux laissaient entendre qu'il était né à Beebe Plain, un village situé sur la frontière américaine, à cheval entre le Québec et le Vermont. Dentiste, il a fait ses études à Philadelphie, puis il exerça sa profession dans le sud des États-Unis où il se maria à une Américaine originaire de l'État du Maryland. Après un bref passage dans la région du Niagara, il s'installa à Montréal en 1841. Avant son entrée en politique active, Bernard a plaidé pour que les dentistes fassent partie du Collège des médecins et chirurgiens du Bas-Canada. Après avoir essuyé un refus, il a contribué à fonder l'Association des dentistes de la province de Québec une vingtaine d'années plus tard. Il en fut le président jusqu'à sa mort. Unilingue anglophone, il fut élu conseiller municipal du quartier Montréal-Centre de 1858 à 1861, puis de 1866 à 1873. Il présida les comités de la police et de la santé. Il fut aussi l'instigateur du règlement permettant la création de la City Passenger Railway, l'ancêtre de la Société de transport de Montréal. C'est aussi sous son impulsion que l'inspection du lait devint obligatoire et que la vente de spiritueux fut interdite le dimanche. En tant que président du comité des finances, Aldis Bernard négocia pour la ville en 1872 le premier emprunt de Montréal sur les marchés de Londres. Cela permit d'accélérer le développement des infrastructures de la ville et de donner plus de moyens à l'administration municipale. Suite au décès du maire Francis Cassidy, mort en exercice en 1873, il fut choisi par les conseillers municipaux maire suppléant en juin 1873 après une dizaine de tours de scrutin. L'année suivante, la population lui permit de conserver son poste en remportant les élections. Sous son administration, la ville aménagea le parc du Mont-Royal, loua du gouvernement fédéral l'île Sainte-Hélène afin d'en faire un parc, puis acquit l'ancien cimetière protestant qui deviendra le parc Dufresne, qui était situé sur le site de l'actuel complexe Guy Favreau. De plus, la Charte de Montréal fut modifiée afin de donner plus de pouvoir à la ville en matière d'hygiène et de santé publique. Dorénavant, le conseil municipal peut voter des règlements en matière de santé, intervenir dans des endroits insalubres et interdire que l'on garde des porcs et des truies dans les limites de la ville. En 1875, Bernard ne reposa pas sa candidature au poste de maire de Montréal. Il se retira de la vie publique et déménagea en Californie. Il mourut quelques mois plus tard à San José, puis fut enterré à Montréal en juin 1876. Une importante procession fut organisée pour son inhumation. La Ville de Montréal se souvient d'Aldis Bernard par une petite rue nommée en son honneur en 1998 dans le quartier Maisonneuve, au sud de la rue Sainte-Catherine-Est.
Depuis quelques mois, le Centre Montréal autochtone offre des cours de langue amérindienne autant aux Autochtones qu'à la population de Montréal en général. Et pour nous présenter l'offre de cours de ce centre et aussi la mission de l'organisme, on reçoit Bérénice Mollen-Dupuis. Elle est chargée de projet en éducation au Centre Montréal autochtone. Madame Mollen-Dupuis, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, ça me fait plaisir. Alors, racontez-nous, quels sont ces cours de langue que vous offrez depuis déjà quelques mois, depuis, je crois, début de l'automne, c'est ça? Oui, en fait, les cours ont débuté environ à la fin du mois de septembre. Les cours qu'on offre présentement, c'est du CRI d'Abbé James, du Mohawk et l'Innu. Donc, c'est les 3 langues qu'on a visées pour commencer ce projet-là qui est assez nouveau. Pour nous aussi, pour le centre, c'est très nouveau comme projet. Oui, et ces 3 langues-là ont été sélectionnées parce qu'il y a beaucoup de gens de ces communautés-là à Montréal? Est-ce que c'est pour ça? Oui, bien en fait, on y est allé un peu... c'est quand même un peu une expérience aussi, parce qu'on sait que la demande, elle est là. On s'est dit, bon, bien, on va enseigner le Mohawk parce qu'on est sur le territoire Mohawk ici, à Montréal. Avec les 3 réserves amérindiennes. C'est ça, les 3 communautés qui sont là, puis la population qui est très proche. Puis il y a beaucoup de Montréalais d'origine Mohawk là, qui vivent sur l'île. Ensuite, on s'est dit, bien, l'Innu, c'est une des langues les plus parlées au Québec, et le CRI aussi. Puisque ça a fait en même temps, c'est qu'on a pu toucher à la population autochtone, CRI anglophone et Innu francophone. Donc, on voulait essayer de toucher un peu à tout, mais il y a tellement d'autres langues qu'on voulait enseigner, mais on savait qu'on avait... C'est ça, pour l'instant, vous débutez avec ces 3 langues-là, ouais. Et vous avez obtenu une subvention du gouvernement fédéral pour lancer ce programme-là, n'est-ce pas? Oui, en fait, on a fait une demande il y a 1 an maintenant à Patrimoine Canada. Ils ont un programme qui s'appelle l'Initiation aux langues autochtones dans leur programme autochtone, en fait. Et nous, on a fait cette demande-là. On a reçu environ 37 600 $ pour offrir des cours de septembre jusqu'à mars. Donc, nos cours vont se terminer en mars. Et ça a été... en fait, on était super contents parce qu'on ne s'y attendait pas non plus là, d'avoir cette subvention-là, mais ça aide beaucoup à un programme dans lequel on voulait absolument aller, justement, offrir des cours de langue. C'était Sans important. ce coup de pouce-là du ministère du Patrimoine, ça ne serait pas... On ne serait pas capable. Les coûts sont assez élevés. Juste en gestion du projet, c'est assez élevé. Puis des enseignants, ça coûte quand même de l'argent à payer. Et j'imagine que le matériel didactique pour apprendre aussi ces langues-là, c'est disons, moins fréquent que pour d'autres langues où il y a justement plusieurs écoles de langue ou des langues qu'on étudie au primaire ou au secondaire. Oui, bien, il y a des langues qui ont du matériel didactique, puis ce qui donne bien, c'est que le CRI, l'Innu et le Mohawk ont tous des centres linguistiques. À Kahnawake et Kanesatake, il y a 2 centres culturels et linguistiques, donc nous, on a pu travailler un peu avec eux. Chez les Inuits, il y a le centre Tchakapèche à Sept-Îles, donc eux, ils ont beaucoup de matériel. Et les CRI aussi, si je ne me trompe pas, c'est à Wapmagotsui ou à Chisasibi, je ne me souviens plus, mais eux aussi ont un centre culturel et langue. Il y a du matériel, mais il coûte très cher. Des dictionnaires CRI, ça peut aller jusqu'à 70-80 $. Puis, même chose pour les dictionnaires Inuits. Donc, pour le matériel, on y est allé un peu on n'a pas tant acheté que ça, mais c'est les profs qui font leur propre matériel. Ils vont aussi avec ce qui va dans le cours, comment les élèves... Parce que vos cours sont tous, parlons justement des élèves qui assistent à vos cours, comme je le disais d'entrée de jeu, ce n'est pas que des cours qui sont suivis par des gens issus des communautés autochtones. Il y a aussi des gens d'autres cultures qui vont suivre ces cours-là, n'est-ce pas? Oui, bien, la plus grande portion de nos élèves sont autochtones, pas nécessairement de la communauté pour la langue à laquelle ils étudient. Comme par exemple, dans notre cours d'Innu, on a un Atikamekw qui parle couramment l'Atikamekw, mais il voulait apprendre l'Innu aussi, donc il s'est inscrit au cours d'Innu. Mais il y a une partie, environ 25 % des élèves sont non autochtones. Mais nous, c'était pas un programme qu'on voulait exclusivement autochtone non plus. C'était vraiment, on a priorisé les gens d'origine autochtone. Mais on l'a ouvert à la population. Et à quel besoin ça répond des cours comme ceux-là, particulièrement pour les gens des nations autochtones? Est-ce qu'il y a
une perte un peu de la connaissance de leur langue d'origine, disons ça comme ça? Mais en fait, c'est qu'il y en a, il y a différents niveaux, je dirais, de connaissance des langues autochtones chez un autochtone. C'est soit il parle la langue, soit il l'a déjà parlé, mais il ne le parle plus, ou soit il ne l'a jamais parlé. Donc, et à Montréal, c'est assez difficile de parler sa langue quand on est en ville, puis qu'on est peut-être des seuls Inuits ou Cris ou Mohawks dans son environnement. Il y a aussi les jeunes autochtones qui sont élevés en ville, donc qui n'ont pas été sur communauté, donc qui n'ont pas baigné dans la culture linguistique. Et donc, c'est ça. Je vous dirais qu'on est un peu en perte les gens perdent tranquillement la langue, mais ce cours-là, les cours qu'on reçoit, les cours qu'on offre, en fait, je vous dirais, bouche un trou un peu pour ceux qui veulent se reconnecter ou ceux qui veulent carrément apprendre la langue qu'ils n'ont jamais connue. Concrètement, ces cours-là, chaque programme, ça dure combien de temps? C'est combien d'heures? Ils sont tous faits un peu sur le même... ils sont faits sur le même... même modèle? Même modèle, oui. Ouais. C'est ce qu'on a décidé de faire, c'est 2 sessions, une de septembre à décembre, une autre de janvier à mars. Chaque session offre 12 cours de 2 heures. Donc, c'est à peu près... Si une personne fait tout le cours, il fait 48 heures de cours de langue en tout dans ce projet-là. Et j'imagine les élèves sont classés par niveau? Oui, mais on a vraiment demandé à ce que ce soit débutant. Okay. Par contre, il y a des personnes qui parlent le cri couramment, mais eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont apprendre à écrire le cri, la syllabique cri. Donc, le prof va pouvoir s'adapter à travers ça. Mais on s'est vraiment plus attardé à ceux qui étaient plus comme débutants. Et parlez-nous d'une de vos enseignantes. Vous avez entre autres une poétesse, Inou, oui. Joséphine Bacon, qui fait partie de votre groupe d'enseignants. C'est votre centre qui l'a recruté pour donner ces cours-là? Comment ça s'est passé? Oui, en fait, quand on a développé le projet, j'avais déjà en tête d'avoir Joséphine Bacon. Puis je me disais, peut-être qu'elle ne voudra pas, elle est très occupée. Et parce que j'avais déjà eu des cours d'Inou avec elle. Puis ça avait été offert par Présence autochtone, ceux qui font le festival Présence autochtone. Oui. Donc, j'avais eu des cours avec elle et j'avais trouvé ça super intéressant. Elle est très bonne en plus comme enseignante. Donc, je me suis dit, je vais essayer. Là, je l'ai approchée, elle dit, oui, ça me tente. Puis elle est très, très ouverte. Elle est pas... c'est quelqu'un de très... comment je pensais, proche des gens. Donc, elle était tout de suite, elle voulait, puis elle est contente de continuer. Comme hier, c'était le cours, justement. Elle est super contente de continuer, puis elle espère que ça se perpétue encore jusqu'en septembre, puis les années prochaines, puis elle veut continuer. Ça peut se continuer. Oui. D'accord. En terminant, il nous reste tout juste une minute. Je veux en apprendre un peu plus sur le Centre Montréal autochtone. Donc, vous offrez des cours de langue, mais vous ne faites pas non plus que ça. Quels sont les autres services que vous offrez? En fait, nous, on est un centre d'amitié. On fait partie du regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec et celui le regroupement national des centres d'amitié du Canada. Nous, c'est d'offrir des services culturellement adaptés puis culturellement sécurisants à la population autochtone. Pas seulement ceux qui vivent à Montréal, mais ceux aussi qui sont de passage, parce que les Autochtones, en fait, on est très nomades, donc on se promène beaucoup. Il y en a qui peuvent rester ici 1 mois ou 2, ou revenir juste 1 semaine. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est des services. On est en train de préparer à ouvrir une clinique, comme je pourrais dire, culturellement sécurisante. On donne des cours de danse de cerceau, de danse de powwow. On a des soirées d'artisanat. On a des cercles de lecture pour les enfants. Donc, on essaie vraiment d'avoir... toutes sortes de façons de s'assurer que les gens issus des nations autochtones puissent quand même garder un contact avec la culture de leur nation, même s'ils sont dans la grande ville. Oui, justement. Puis aussi, on est ouvert aux Allochtones, donc, vu qu'on est un centre d'amitié. Bon. Bien, écoutez, Bérénice Mollen-Dupuis, merci d'avoir été là. Bonne chance pour la suite aussi, en souhaitant que votre financement puisse être renouvelé. On espère. Merci à vous. Merci. La majorité des 90 langues amérindiennes du pays sont menacées de disparition, selon le ministère du Patrimoine et l'UNESCO. Seul le Cri, l'Ojibwe et l'Inuktitut ne le sont pas, bien qu'elles restent vulnérables. Au Canada, un Amérindien sur 6 parle une langue autochtone.
Restez avec nous, on vous revient tout de suite après la pause avec notre segment Conseil citoyen. À tout de suite. De retour à l'émission, c'est maintenant l'heure de notre segment Conseil citoyen. Les médias nous rapportent régulièrement des images des différentes tragédies qui affectent les différents pays du monde. D'ailleurs, plusieurs personnes font des dons à des organismes d'aide internationale qui travaillent à soulager les plus démunis un peu partout sur la planète. Mais comment faire pour bien choisir l'organisme qu'on appuie? Pour en parler, nous recevons notre chroniqueuse Laurence Chiasson, qui est aussi adjointe aux communications chez Impact Éducation. Laurence, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Bien, ça fait plaisir. Évidemment, des dons, ça peut être des dons en argent, mais il y a aussi d'autres types de dons qui peuvent être faits à ces organismes-là. Hein? Oui, bien, en fait, il y a 3 grandes catégories de dons, si on veut. Donc, il y a les dons en argent, bien sûr. Il y a le don en temps, le bénévolat, en fait, là, que les gens connaissent le plus, et des dons matériels. Voilà, donc, comme on se souvient, par exemple, lorsqu'il y a eu la catastrophe, le tremblement de terre en Haïti, il y a beaucoup de gens au Québec qui ont donné donc, de la marchandise pour soulager les Haïtiens. On va s'attarder pour votre chronique à l'aspect de dons monétaires, parce que c'est là que ça fait peut-être le plus mal si l'argent ne se rend pas à destination, à tout le moins pour notre portefeuille, puis c'est là que c'est peut-être le plus désagréable aussi. À quel point ces organismes-là ont besoin de dons monétaires pour survivre? Bien, en fait, c'est ça. Les organismes en ont extrêmement besoin. Presque 80 là, d'un organisme peut être financé par des dons ou par des bailleurs de fonds, ce qui représente énormément de leurs moyens. Puis, ils dépendent de ça non seulement pour envoyer, mais en plus pour s'administrer, en fait. Parce que même si il y a des bénévoles, tout ça, il y a toujours un minimum d'administration. Là. On y reviendra d'ailleurs aux frais d'administration un peu plus tard, mais où s'en va vraiment l'argent en général dans ce type d'organisme-là? Ça sert à acheter quoi, cet argent-là? Bien, c'est ça. La question que les gens se posent énormément quand ils vont donner de l'argent, c'est est-ce que mon argent va vraiment se rendre sur le terrain et sinon, où elle s'en va? Donc, comme j'en ai un peu parlé, en fait, l'organisme a besoin de cet argent-là pour s'assurer aussi d'avoir un bon fonctionnement. C'est-à-dire qu'il va y avoir des frais d'administration, comme on disait. Il va y avoir de l'argent qui va s'en aller pour payer, par exemple, un comptable, pour administrer un site Internet aussi. Parce que elle est là, la différence, c'est qu'il y a une personne qui va vouloir donner va souvent aller sur un site Internet. Si le site Internet n'est pas beau, si le site Internet ne met pas en confiance, une personne ne sera pas prête à donner autant d'argent parce qu'elle va se demander est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est vraiment un organisme légitime? Donc, l'argent va servir sur le terrain, mais il y a une partie qui va aller... Qui va servir. Et ça va rentrer à l'intérieur des frais d'administration. Oui, exactement. Et ces frais d'administration-là, est-ce qu'on a une idée? Ça varie de combien à combien, tout dépendamment des organismes? Est-ce qu'on se dit, après un certain pourcentage, on peut se poser des questions? Oui, bien exactement. Tout est un peu dans la légitimité, si on veut. Il y a des sites Internet qui proposent de voir le salaire des directeurs de ces organismes-là. Donc, si par exemple, un organisme fait, disons, 200 000 par année pour envoyer, mais que le directeur a un salaire de 100 000, il y a peut-être des questions à se poser. Pour ce qui est du pourcentage, on dit que ça varie environ de 10 à 15 du budget total qui va s'en aller en frais d'administration, ce qui n'est pas beaucoup, si on y pense. Si on pense, par exemple, à un organisme qui va faire, là, je parle des plus gros, là, un organisme qui va faire 1 million dans une année avec les bailleurs de fonds puis les dons, s'il y a 250 qui vont en frais d'administration, il reste tout de même 750 000 pour l'année. Tandis que si on parle d'un organisme qui a près de 0 frais d'administration, bien ça veut dire qu'il travaille, par exemple, dans le sous-sol d'un des bénévoles, que c'est un seul téléphone, puis c'est le téléphone de la maison, puis le site Internet était un site gratuit, par exemple. Ça revient un peu à dire ce que je disais, que l'organisme, même s'il a les plus belles valeurs du monde, a peut-être pas l'air autant légitime, autant préparé, avec autant d'impact aux yeux de la communauté. Ça nuit un peu à l'image de professionnalisme. Par contre, Exactement. Ce qui ne veut pas dire que ces organismes-là ne font pas un bon travail. Absolument pas. À ce moment-là, c'est vraiment juste une question de perception. Donc, il y a un site, vous dites, où ces informations-là sont indiquées, donc le salaire des dirigeants des organismes.
habituellement aussi, j'imagine, les rapports annuels de ces organismes-là sont publics, donc on peut Exactement. savoir c'est quoi le pourcentage de frais d'administration. Exactement. En fait, c'est obligatoire lorsqu'on est un organisme enregistré d'avoir un rapport annuel qui est fourni très souvent sur leur site Internet. Puis ils sont obligés. Il n'y a aucune loi qui les force à dire, par exemple, de votre 50 $, il y a tant qui s'en va en frais d'administration. Bien que plusieurs le font parce Exactement, que c'est du marketing aussi, ils Mais ont pas le choix. ils le savent Ouais. qu'ils doivent être transparents, sinon ça n'encourage pas les gens. Donc, il suffit de communiquer avec eux directement, puis de poser la question. OK. Est-ce qu'il y a une loi qui force les organismes à dévoiler la manière dont les dons sont utilisés? Non, comme je dis, il n'y a aucune loi qui force à dire soit combien du pourcentage y va, soit combien du don. Mais le rapport dont on parlait est obligé de détailler les activités de l'année. OK. Donc, le budget qui a été fait, puis où ça a été dans le monde, puis pour quel projet, pour quelle activité. Donc, il n'y a pas de loi qui force l'organisme à qui vous donnez de l'argent. Il n'y a pas de loi qui les oblige à vous communiquer ces informations-là. Mais d'un autre côté, si un organisme refuse de vous les communiquer, bien, posez-vous peut-être la question Exactement. de peut-être pas mettre de l'argent dans cet organisme-là. Il y a une autre chose qui est bonne à savoir aussi, Oui. c'est que chaque don peut être crédité d'impôt. Donc, vous pouvez recevoir de l'argent après votre don si vous avez un reçu officiel de l'organisme et si c'est un organisme qui est enregistré. Pour trouver cet organisme-là, il y a le site de l'ACOSI, qui est l'Association québécoise des organismes de coopération internationale, qui liste les organismes qui sont donc enregistrés. Exactement comme, par exemple, on peut avoir un bottin téléphonique ou quoi que ce soit, mais c'est le site de l'ACOSI qui va vous dire par adresse, par numéro de téléphone, le site Internet, donc tout ce que vous avez à savoir sur l'organisme. Puis, sur le site de Revenu Québec, vous avez une section organismes et dons, je crois, ou bienfaisance et dons. Puis ça explique justement comment recevoir un retour d'impôt sur ce qu'on a donné, Donc, voilà. si ça peut encourager. Tout à fait. Donc, si on résume, dans un premier temps, on s'assure, on s'informe auprès de l'organisme sur le pourcentage de frais d'administration. On demande à voir leurs états financiers, leur rapport d'activité. On vérifie s'ils sont membres de l'ACOSI et s'ils sont enregistrés comme organisme de bienfaisance. Et à partir de ce moment-là, on a déjà... C'est plus sécuritaire que de donner de Exactement. l'argent. Il suffit de voir si l'organisme va avec nos valeurs ou si l'organisme s'implique dans un problème qui nous tient à cœur. Puis avec tout ça, vous devrez être en mesure de faire le bon choix. Voilà, parce qu'on peut se permettre aussi de choisir où on met Il faut l'argent dans choisir. une cause Il qui faut nous tient à cœur. Laurent Chiasson, merci d'avoir été là, puis on se revoit bientôt. Je vous remercie. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. Aussi, devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette édition du Bulletin. Merci à toute l'équipe qui a participé à sa production. Jason Paré à la recherche, Cindy Pellerin au maquillage, Guillaume G. Pilote aux caméras et Laërcio Bastos à la réalisation. Alors, au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans ces jours pour un nouveau Bulletin. À la semaine prochaine.